C'est bon, on y est? Allez, parfait. Merci. Bonsoir à tous. Bienvenue au live Arlon 2030. C'est notre 4e live, donc ça devient une petite habitude. Sauf que ici derrière le micro, voilà, c'est la première fois que vous me retrouvez en tant que modérateur. Donc je suis Raphaël Gigi, président de l'équipe locale, mais aussi le conseiller communal. Autour de la table, par contre, là, on a des visages un petit peu plus connus. Alors je vais faire de gauche à droite. Donc d'abord on a donc Vincent Manus, qui est notre bourgmestre. C'est son 4e live, donc là, c'est un habitué. Voilà, il y a aucun souci. Il est prêt à répondre à vos questions. Alors, être bourgmestre, c'est quoi? C'est quand même important de le rappeler. Donc, il s'occupe de la sécurité, de la police, des pompiers. Il a la culture, les affaires économiques de la grande région, le budget, les finances, la communication, l'abri de nuit, les restos du cœur. Bref, il y a énormément donc de sujets qui le concernent. Alors, à ma gauche, donc, j'ai Anne Lamèche Neyens, qui, elle, donc, est échevine de l'environnement, de la transition écologique, de énergétique, l'état civil, la participation citoyenne, la ruralité. Vous avez sûrement eu l'occasion de participer à des réunions PCDR qui ont eu lieu il y a peu de temps. Elle est également échevine, donc de l'état civil. Si vous êtes marié, pareil, vous avez eu l'occasion, j'espère, de dire oui face à elle. Alors, il y a des petites infrastructures récréatives et sportives, donc pareil par rapport aux plaines de jeu. Et enfin, elle est aussi coprésidente du GAL à Valorland, et ça, je ne sais pas si on aura l'occasion, mais en tout cas, voilà. Donc, c'est ton premier live, comme moi. Et bonne soirée, merci à toi d'être là. Alors, à ma droite, on a Mathieu. Alors, Mathieu Saint-Lé, lui, c'est la première fois qu'il se trouve dans cette posture. Il a déjà été 2 fois à ma place en tant que modérateur, pardon. Voilà. Ça ne marche pas. Non, je vais modérer. Voilà, donc Mathieu, donc il est ingénieur civil dans le domaine énergétique à Luxembourg, donc il est frontalier. Il est conseiller communal, chef de groupe et président de la Maison de la Culture d'Arlon. Donc si vous avez été la semaine passée à l'ouverture, vous avez eu l'occasion d'entendre son mot d'accueil. Et enfin, il est aussi conseiller à la zone de police. Voilà, donc vous voyez qu'on a une table riche. Nous avons également une table qui représente notre trio de tête aux futures élections communales avec Vincent Manus, candidat bourgmestre, Vincent, Anne qui est en numéro 2 et Mathieu en numéro 3. Alors ce soir, on va répondre à vos questions. C'est le but donc de notre rencontre. Après, dans les réponses, on a évidemment des éléments concrets et du terrain de ce qui se passe, mais on avait aussi des perspectives à vous proposer via notre programme qui est tout chaud, qui sera en ligne dans quelques jours. Alors, 2 mots pour le construire, parce qu'après on va dire qu'il faudra le modérateur du modérateur parce qu'il parle de trop. Mais pardon. Mais donc, on a commencé par des rencontres citoyennes. Le programme démarre vraiment par l'avis de la population. On a eu ça donc en mars dernier. De là, on a eu des workshops avec l'ensemble des membres pour vraiment récupérer de nombreuses idées. De là, les différents candidats ont pu travailler donc sur différentes thématiques. Et in fine, on a un programme de 19 pages de plus de 140 propositions sur 15 thématiques. C'est vraiment quelque chose de complet, de dense, et je vous invite réellement à le parcourir. Si jamais il arrivera dans vos boîtes aux lettres la semaine prochaine, ne vous en faites pas. Mais j'ai déjà trop parlé, et on va commencer avec une première question qui nous a été envoyée, donc je prends ma petite pièce, voilà, de Pierre. Donc Pierre qui nous a envoyé une question par rapport à la place Léopold. Alors je la lis. La place Léopold est une vraie réussite, mais au niveau du budget de la commune, est-ce que ce n'est pas trop pénalisant? Alors là, voilà, on a, je pense, Vincent qui est autour de la table et qui a toutes les réponses en main. Vincent. Oui, merci beaucoup, Raphaël. On peut peut-être aussi ajouter qu'une bonne équipe ne fonctionne pas sans avoir d'excellents techniciens derrière, avec Pierre-Philippe Ballon et Paul Fogel qui sont aux manettes. Et puis, commencer aussi par une bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on devait et demain déposer nos listes et que nous avons reçu de la part de Martine, comme elle s'appelle, une réponse tout à fait favorable en disant que notre liste était parfaitement déposée. Et donc, ça nous fait vraiment plaisir et je te remercie parce que c'est toi qui as mené tout ça de front, Raphaël, avec, en plus de ça, le fait que tu es papa avec 3 enfants et que tu es également prof. Et donc, tu as des journées, à mon avis, bien remplies. Merci à toi. Je dors bien le soir. Tout va bien. Alors, la place de Paul, évidemment, à chaque fois que je peux en parler, je suis un homme heureux parce que c'est vrai que depuis maintenant quelques mois, elle est
si je puis dire, ouverte. On peut y accueillir, la majorité d'Arlonnais sont venus, à mon avis, voir nos diables ont participé à l'Euro. C'est vrai que les résultats, on aurait aimé un peu mieux, mais enfin voilà. Pas le week-end passé, le week-end d'avant, on avait 3 manifestations qui se chevauchaient, en tout cas dans l'hyper-centre-ville, plus ce qui se passait aux alentours dans les différentes entités communales. Et donc, on peut vraiment dire qu'elle répond en tout cas à une attente de nos citoyens, et le parking est de plus en plus rempli. On est en train de travailler maintenant au niveau du parc, et je suis certain que ça sera également une réussite. Mais ici, l'accent est surtout mis sur l'aspect financier, et donc c'est vrai que on démarrait avec un budget qui était, lorsqu'on l'a présenté au conseil communal, un tout petit peu en dessous de 17 millions. Alors ces 17 millions, c'est le parc, c'est la place, c'est le parking, c'est ne pas dire simplement, citer simplement ce chiffre, c'est un peu oublier comment c'est financé. Je vais en parler tout de suite. Ces 17 millions ont été augmentés, il faut bien le reconnaître, avec les différentes inflations que nous avons connues, et vous l'avez aussi tous connu dans votre privé, et on peut dire que voilà, on est aux alentours entre 19 et 20 millions pour l'instant. On fera le point véritablement final d'ici quelques mois. Alors, quel impact est-ce que ça a au niveau des finances communales? D'abord, il faut bien se rendre compte qu'un parking, c'est aussi un lieu où on peut rentrer un petit peu d'argent, si je peux m'exprimer ainsi, puisqu'il y a même des sociétés qui sont spécialisées dans l'exploitation de parking. Donc, on a dû faire état de tout ça d'ailleurs au niveau de la région wallonne pour se permettre d'être, comme on dit, c'est un peu technique, mais puisque la question est un peu technique, je me permets d'être complet, d'être hors balise, c'est-à-dire que on doit bien sûr rembourser ces emprunts, mais ils ne sont pas dans notre balise d'investissement. Nous avons également des subsides. On a eu des subsides FEDER, des subsides européens. On nous attendait un peu au tournant en se disant, est-ce qu'ils vont avoir la totalité des subsides? Est-ce qu'ils vont avoir terminé toute la partie subsidiable dans les délais? Oui, on a reçu, je suis content de le dire, la totalité des subsides, c'est-à-dire 3,6 millions. On a des subsides de rénovation urbaine, on aura un peu plus d'1 million, des subsides de revitalisation urbaine. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon Raphaël va me demander d'être plus court. Revitalisation urbaine, mais également 1,250 millions. Donc voilà, nous avons énormément d'emprunts, Nous avons des emprunts qui vont être non pas tout à fait annulés, je dirais, par les rentrées financières, mais on peut estimer que pour le contribuable arlonnais, ça va compter en charge d'emprunt environ une bonne centaine de milliers d'euros. Donc je crois que c'est tout à fait raisonnable pour un projet tel que celui-là, et on fera le point, c'est vrai, d'ici quelques mois, mais en tout cas par rapport à ce que ça apporte à la convivialité, à la culture, au monde de l'événementiel, au centre-ville, je crois que ça valait la peine en tout cas de faire ces investissements, et j'espère pouvoir rencontrer Pierre sur la place Léopold pour pouvoir échanger plus en avant encore sur ce sujet de l'espace Léopold, et attendons de voir aussi ce que va nous donner notre parc qui, j'en suis certain, sera une vraie réussite. Merci beaucoup. C'est juste, peut-être c'est important quand même de ressouligner le fait que, comme tu le dis Vincent, c'est un projet à plus de 20 millions d'euros avec les augmentations des matériaux, etc. 6 millions d'euros de subsides au total, fixés il y a plusieurs années. Donc ces 6 millions d'euros-là, les collèges et toi, vous vous êtes battus pour les avoir, vous les avez réussi à les avoir. Mais c'est pour l'ensemble du projet, parce qu'on entend souvent votre parking à 20 millions d'euros. Il n'y a rien de plus faux que ça. Il n'y a rien de plus faux que ça. Donc c'est un projet global, total. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui la zone qui est en transformation, et moi, comme beaucoup d'autres, on attend vraiment ce que ça va donner. On voit des axes, ça change complètement toute la zone. Le fait de retirer le mur, le terre-plein et le mur de soutènement devant l'INDA, on va avoir une zone complètement redessinée et qui va ramener quelque chose de complètement nouveau. Et ça, je pense que beaucoup de gens l'attendent aussi, et ça va être relativement, ça va assez vite. Et pour ce qu'on est dans les matières financières, dire aussi que les 6 millions d'emprunts qu'on a fait pour l'instant, eh bien, on les a à un taux de 1,82.
Donc voilà, avec les services finances, on a vraiment investi là au bon moment pour faire cet emprunt. Merci de rappeler ça. Oui. Et on devra aussi faire le point sur les rentrées financières du parking. On ne s'est pas encore beaucoup aventuré là-dedans, mais attendons que l'année scolaire vraiment démarre pour pouvoir faire le point là-dessus. Oui, vas-y. Je voulais juste ajouter aussi par rapport à ce projet, parce que c'est vrai que c'est vraiment un projet important pour le centre-ville, et on le voit bien depuis que la place a été inaugurée, depuis le mois de mai, finalement, ça fait pas très longtemps. Non seulement ça a ramené énormément d'événements et vraiment une convivialité importante, mais on sent vraiment aussi l'effet sur le commerce et notamment sur l'Horeca, et ça c'est vraiment un point primordial, c'est de rendre notre centre-ville attractif, d'y ramener les gens et de faire vivre aussi tout ce commerce local qui, c'est vrai, a un peu de mal, comme dans beaucoup de centres-villes, mais on sent vraiment cette dynamique positive. Oui, vraiment. Moi, enfin, voilà, je suis prof à l'INDA et j'avoue que ce mur qui était retiré, ça ouvre vraiment la perspective. Et connaissant mes élèves, ils n'attendent qu'une chose, c'est de passer la barrière et d'aller investir les lieux. Mais voilà, je sais que tout se passera bien et on a vraiment hâte que tout se termine. Alors, il y avait, voilà, Vincent, tu disais, j'espère rencontrer Pierre prochainement. Alors, et on a d'ailleurs un rendez-vous à vous proposer, et donc n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est le 27 septembre, donc on fait un after work à la maison des associations. Je rebondis, hein, c'est voilà. C'est bien. C'est placement de produit. Placement de produit, exactement. Et donc, de 19h à 22h, n'hésitez franchement pas à venir nous retrouver autour d'un verre. C'est l'occasion de, voilà, discuter, d'apprendre à faire connaissance et pourquoi pas poser des questions en live sur Facebook. C'est sympa. En direct, c'est encore mieux. Est-ce que je peux encore lancer une invitation, puisque là-dedans, mais ce samedi, donc le 14 à 21h30, on va lancer une semaine qui va être formidable sur la place Léopold. C'est la semaine du mapping, c'est-à-dire que nous avons voulu vraiment offrir aux Arlonnais, pour les remercier de tous ces mois d'attente de différents travaux au sein du centre-ville, eh bien les accueillir sur la place, et on va avoir pendant une demi-heure une projection sur le palais de l'histoire de notre ville. Alors, je suis comme vous impatient de le découvrir parce que je ne l'ai pas vu, mais je peux vous dire qu'en tout cas que le travail qui a été effectué par la société qui est en charge de ce projet est fabuleux. Et donc, ce samedi, à 21h30, je vous invite en tout cas, et j'espère que Pierre viendra me saluer, pour parler en tout cas encore, si vous le voulez, de ce magnifique projet, mais surtout pour découvrir sur le palais l'histoire de notre ville, et on est très fiers en tout cas de pouvoir offrir ça à nos citoyens. Oui, pour être complet, c'est ce samedi, mais c'est jusqu'au 22. Et c'est jusqu'au 22. La semaine, et il y a 2 représentations par soir, donc c'est à 21h30 et 22h30. On m'a posé la question tantôt, et donc voilà, si on peut donner les infos à tout le monde, ça marche bien. C'était l'instant pub, voilà, de revenir à nos moutons et à nos questions. Ah oui, donc pour les questions, n'hésitez pas. Donc il y a Pierre-Philippe qui est derrière le chat avec Paul, et voilà, ils vont directement nous faire les transmissions pour qu'on puisse y répondre directement. Alors, on a une seconde question donc de Aline. Là, on change de sujet. C'était à propos de la mobilité, de nos routes, de nos trottoirs, et ça, c'est sûr que c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler ici à Arlon. Et donc je dis, donc Aline nous dit donc les nouvelles routes ont souvent un trottoir et une piste cyclable, mais quand les rues d'Arlon seront-elles rendues accessibles aux PMR et aux poussettes? Alors, c'est sûr que on va pas opposer PMR et poussette parce que voilà, c'est vraiment le même principe. Et c'est sûr qu'aussi que voilà, des trous dans les routes, on en voit, vous les voyez. On fait vraiment tout ce qu'on peut pour les boucher. Je rappelle quand même un petit chiffre qui est présent dans notre programme, dans notre bilan. De 2019 à 2024, on est à plus ou moins 36 km de trottoirs réalisés. Donc souvent, quand on parle de cyclo-piéton, on met le focus sur le cyclo, mais c'est toujours également pour le piéton. On est presque à 4 millions d'euros d'investissement. On a doublé au budget l'investissement depuis la dernière législature. Donc voilà, ça c'est par rapport à notre bilan. Mais c'est sûr que la question par rapport au PMR et aux poussettes, eh bien, elle est vraiment très importante. Mathieu. Oui. Dis-moi. Mais voilà, je voyais que c'était Aline de Bonner, donc je pense qu'elle elle a donné de très beaux exemples de ce que sont
pistes cyclo-piétonnes. Absolument. Et leur succès qui est, c'est absolument génial hein, de pouvoir circuler avec ses enfants sur ces pistes-là. C'est vrai que il y a de plus en plus de kilomètres de pistes cyclo-piétonnes, mais bon, il y a plusieurs contraintes quelque part, la place pour pouvoir le faire. Donc là où on l'a fait, si on prend l'exemple de Bonnef, la dernière phase qui a été faite de la rue du Vicinal entre le chemin de l'Arc qui mène vers la Cova et le rond-point. On était à plus de 600 000 euros de travaux pour cette phase-là. Et ça a consisté, comme ailleurs, à quelque part rétrécir la route pour que les voitures se croisent à moindre vitesse, et c'est le cas, et de élargir les trottoirs, de créer une zone trottoir et une zone vélo, 2,50 m, voire plus, voire jusque 3 mètres. Alors c'est clair que ça crée vraiment beaucoup de confort pour tous les usagers piétons et cyclistes. Ici, l'exemple est vraiment bien choisi, je pense, parce que Aline, peut-être qu'elle pensait à cet exemple-là, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont vers le sport à la Cova, donc c'est important qu'un vélo il soit en sécurité. Mais donc on a une contrainte de place, donc il faut que la place nous permette de mettre cette fameuse bande cyclo-piétonne, mais partout où la ville a investi et a refait complètement l'assise de la route, à ce moment-là, on a installé les bandes cyclo-piétonnes partout où on pouvait. Et ça sera toujours la politique du futur, hein, donc c'est une question de place, de financement, ça on pense que c'est un problème autre à gérer, mais surtout de contraintes techniques. Et pas plus tard que cette semaine, je pense qu'on va commencer maintenant un nouveau trottoir en la matière à la rue de la Bellevue à Prassem. C'est aussi une rue où il y a beaucoup de trafic et où les voitures peuvent descendre assez rapidement en trafic de transit et où les piétons ont ce besoin-là. Et alors pour les PMR, parce que dans la question des PMR, évidemment tous les nouveaux aménagements sont les auteurs de projets, les architectes maintenant sont vraiment au fait des aménagements PMR, de plus en plus à la pointe. Et alors on a déjà une commission mobilité et PMR qui veille au grain aussi en la matière, mais surtout dernièrement au conseil communal, on a voté dans le cadre d'un budget spécifique pour le centre-ville, la remise aux normes des passages piétons pour les PMR. Et donc créer des chanfreins là où il n'y en a pas, etc. Toutes les dalles pour les tactiles. Donc il y a un projet qui est passé, qui a été voté à l'unanimité évidemment, et donc j'espère qu'il est bientôt en phase d'exécution. Hein, on a toujours des délais parfois d'auteurs de projets, administratifs, etc. Mais donc il y a bien un budget qui a été créé en la matière, et c'est absolument indispensable parce qu'au centre-ville, il y a encore des endroits où ça ne va pas à ce niveau-là, et la décision a été d'avancer sur le centre-ville pour réadapter l'existant. Oui, tout à fait. Merci Mathieu. Et c'est vrai que durant les différents conseils communaux, on en parle quand même très régulièrement. Alors que soit par rapport à la politique piétonne, voilà, on a Marc Kerger et Pierre-Philippe Ballon ici, voilà, qui sont très attentifs par rapport à la politique cyclable, pareil. Et voilà, et Paul qui est là-bas derrière, mais et c'est vraiment un de ses chevals de bataille également. On a une vision, on veut la mettre en place, et voilà, ça ne se fait pas en 6 ans, en 12 ans, c'est encore, voilà, c'est en cours, et voilà, on y travaille. L'objectif est vraiment de relier des points. Là, actuellement, c'est un petit peu morcelé, et c'est sûr que également le point de vue PMR est essentiel. Anne, Vincent, je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Je crois que Mathieu a été complet. Si on peut faire toutes les questions, Oui, on va. C'est drôle. Voilà. Non, je crois que Mathieu l'a bien dit, hein, en résumé, à chaque fois qu'on fait des trottoirs, on pense à l'aspect PMR, et ça nous semble particulièrement important depuis le début de la législature. Oui. Alors, on va passer directement à une autre question. Je vais prendre dans l'ordre. Donc là, on a une question de Claude qui, alors je la lis. Donc bonsoir. Normalement, les travaux d'extension, alors il nous dit du home soir paisible. Donc pour les nouveaux Arlonnais, c'est la résidence de la Knutschen, doivent débuter en septembre 2024, pardon, si je m'en souviens bien. Qu'en est-il, s'il vous plaît, vu les nombreuses demandes d'entrée en attente? Merci pour vos réponses. Vincent, je pense que alors, non pas que je pense à toi quand on parle de la résidence Knutschen, mais par contre, je pense que tu as des réponses à donner à Claude. C'est-à-dire que ce projet est évidemment un projet important. C'est pas simplement une extension de la RK dans la Knutschen actuelle,
c'est véritablement pour d'autres problématiques, donc entre autres les personnes qui sont atteintes d'Alzheimer et Oui. voilà. Donc, alors ce projet effectivement est à l'étude, les plans ont été faits, mais nous attendons les réponses des pouvoirs subsidiants. Et donc non, évidemment, ça ne démarquera pas. Je ne sais pas où Madame a été chercher l'information de septembre 2024, mais ça ne démarquera pas en 2024, je dirais malheureusement. Hein, mais nous devons attendre maintenant des réponses des subsides. On sait qu'on a eu des élections le 9 juin, on sait qu'on a évidemment déjà un gouvernement au niveau régional, mais pas encore au niveau fédéral. Et donc ça devra attendre encore un petit peu avant de pouvoir avancer parce que c'est un projet évidemment de plusieurs millions et qui aura aussi un impact sur la crèche qui se trouve à côté de l'école du centre. Ça aura un impact aussi sur l'arrière de l'hôtel de ville. Et donc il y a encore quelques étapes à franchir avant de pouvoir dire que on met la première pierre ou qu'on inaugure en tout cas les travaux. Mais c'est en tout cas un projet qui n'est pas abandonné, mais il nous faut aussi des sous des pouvoirs subsidiants pour pouvoir avancer. Et là, on attend toujours malheureusement. Oui, tout à fait. Juste un complément pour dire qu'il y a aussi la salle de gym de l'école du centre qui sera également rénovée dans le cadre de ce projet, avec aussi potentiellement une source de subsides, mais c'est vrai que tout ça met du temps du coup à se mettre en place. C'est un projet vraiment central. Hein, donc, on a eu l'occasion d'avoir l'avant-projet donc au conseil communal et on était vraiment tous d'accord. Juste un petit lien justement avec alors notre programme parce que il est sûr que voilà la RK donc la résidence Kitchen est un point essentiel. On a beaucoup réfléchi aussi à comment accompagner les aînés, mais pour qu'ils puissent bien vivre chez eux également, parce que voilà il y a l'étape on va en maison de repos, mais également à domicile. Et voilà, un petit extrait, c'est la volonté de mettre un bricot-dépannage en place. Je sais qu'on a plusieurs candidates qui sont très très attentifs à ça. Je pense à Linda Bernard, Nadia Gillet, Marie-Christine Antoine et bien d'autres. On a également l'idée de la maison des aînés qui faisait vraiment l'unanimité au sein de notre groupe. Évidemment, c'est pas un clé sur porte, c'est un projet qu'on va construire avec les citoyens, avec la commission des aînés. Mais voilà, il y a vraiment cette volonté d'avoir également des services qui puissent répondre à une demande qui est présente pour vraiment accompagner nos aînés à bien vivre chez eux. Voilà. Sinon, je vois qu'il y a des questions que Pierre-Philippe me transmet, donc vous n'hésitez pas, vous continuez. Et on continue également ici. Alors, je change un petit peu l'ordre. Hein. Et donc là, de nouveau, alors c'est Aline, mais ce n'est plus Aline de Bonner, c'est une autre Aline, qui là nous parle. Donc, vous avez présenté de magnifiques projets de parc à Lidrion et également à côté du bloc Milan. Mais est-ce que ça va vraiment se faire dans 10 ans? Mes enfants sont trop grands pour en profiter. Alors là, je crois qu'on a la personne idéale qui peut nous répondre. Anne, 10 minutes? Allez, je vais essayer de tenir dans 10 minutes. Non. Oui, merci pour cette question. Je suis aussi très très impatiente de le voir sortir de terre, mais rassurez-vous, ils ne mettront pas 10 ans. Alors, de manière très concrète, le projet de l'Hydrion, il va donc là le marché va être attribué dans les prochaines semaines. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas la logique des marchés publics, ça veut dire qu'on a lancé des appels d'offres et que la firme qui a été désignée va être désignée justement officiellement. Alors c'est un projet ici qui est un projet très complet et donc très complexe. Donc pour mémoire, c'est un parc qui s'étend sur 27 hectares, donc vraiment sur une très grande superficie, avec plusieurs zones naturelles de grand intérêt, donc la zone humide et la semois, la lande sèche et puis la partie forêt. C'est toujours agréable aussi pour se promener, avec des liaisons cyclistes, piétonnes qui font finalement des boucles. On a plus de 3 kilomètres de promenade qui seront possibles sur ce site. Il y a également toute la zone qui sera plus dédiée à la rencontre, au côté convivial, récréatif, sur plus de 3 hectares, avec différents aménagements, une plaine de jeux évidemment pour les plus jeunes, mais aussi pour les ados, des espaces de rencontre, des espaces pique-nique. On a prévu un parc canin. Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore à Arlon, qu'on a vraiment envie de développer. Donc un espace où on peut laisser son chien se promener sans laisser, sociabiliser avec les autres.
Il y a également un espace qui a été demandé, qui est un espace de pump track. Alors, qu'est-ce que c'est du pump track? Qu'est-ce que c'est du pump track? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est du pump track? Donc, c'est un espace vraiment pour les vélos, mais qui peut être aussi pour les BMX ou ce type de vélo. Ça peut être aussi pour les skates, pour les patins à roulettes, etc. Et donc, ce sont des pistes avec des virages, voilà, qui permettent de s'amuser. Ça, c'est vraiment une demande qu'on a beaucoup reçue, un peu plus des ados, et on veut aussi laisser cette place pas seulement aux petits enfants, mais aussi aux ados. Ben voilà, il y a plein de choses qui vont être mises en place sur ce parc. Il a aussi une vocation de lutte contre les inondations, oui, puisque c'est l'occasion aussi d'aménager alors ce qu'on appelle une zone d'immersion temporaire. Donc une zone d'immersion temporaire, c'est finalement un espace où on peut stocker de l'eau en cas de grosses précipitations. Et donc cette zone, elle va quand même faire plus de 16 000 mètres cubes, donc c'est pas tout petit. Et donc, c'est un projet qui va coûter un certain prix. Hein. On est à un budget total de travaux, donc maintenant qu'on a reçu les offres, qui est de l'ordre de 4 350 000 euros. Donc, c'est un projet qui est quand même très ambitieux, mais pour lequel on a reçu aussi beaucoup de subsides. Alors, on a reçu plus de 2 millions d'un appel à projet de la région wallonne, en milieu urbain. On a reçu 737 000 euros d'un projet résilience, donc ça c'est tout ce qui est lutte contre les inondations, et 520 000 euros du FEDER encore, pour justement la liaison cyclo-piétonne. Et donc tout ça explique que quand on fait un projet multisubsidié, que les dossiers sont relativement lents à mettre en route, puisque à chaque étape, on doit demander l'accord à tous ces pouvoirs subsidiants pour pouvoir avancer. Mais donc on y est, on va donc attribuer, et j'espère vraiment qu'on pourra débuter les travaux avant l'hiver, en tout cas une partie des travaux, et puis le reste se poursuivra au printemps, mais on a une échéance fin 2025 pour que tout soit terminé, donc les choses vont s'enchaîner. Voilà. Certainement pas 10 ans. Donc certainement pas 10 ans. Après, dans la question, on parlait aussi du parc Milan. Oui. Là, peut-être, tu peux nous dire un mot également? Alors, le parc Milan, on est un petit peu moins avancé, donc c'est un peu moins grand aussi, c'est 7 hectares de parc autour de ce qu'on appelle le bloc Milan, donc à proximité de Calmin. Même type de projet, donc repartir vraiment de la biodiversité qui est présente et la renforcer, ce qu'on appelle les maillages verts et bleus. Alors ça veut dire qu'on va permettre donc à la faune notamment de pouvoir se développer, parce que il y a toujours de la végétation qui est là présente. Aussi une liaison cyclo-piétonne et des espaces de promenade, des endroits pour faire du sport libre, pour courir, une plaine de jeux. Donc voilà. Et sur ce projet-là, on est à l'avant-projet. Donc on a présenté l'avant-projet au dernier conseil communal. Donc on va déposer le permis maintenant pour fin septembre, préparer le cahier des charges qui devrait être représenté au conseil communal au printemps. Et donc là, on espère que pour fin 2026, on sera au bout du projet. Mais c'est peut-être bien de faire la somme de tout ce que tu viens de dire en termes d'hectares, de nouveaux parcs urbains qui seraient réalisés. On serait à combien d'hectares? Alors là, on est à 34. Et si on ajoute la plaine des Manœuvres, qui est aussi presque au stade avant-projet, on serait au moins à 35. 35 hectares de 35 hectares de parc, oui. À Arlon dans les prochaines années. Voilà. 70 terrains de foot. 70 terrains de foot, exact. Je traduis. Ça dépend de la dimension du terrain. Et dans des zones géographiques différentes, donc qui permettent à des gens qui sont au centre-ville d'y accéder finalement. Ouais. Allez, Lidrion, on a 10 minutes à pied de la gare, hein, c'est aussi pas négligeable. Et pour encore un peu plus loin, pour aller dans cette même réflexion, on a aussi un projet, mais là, on n'est même pas encore à l'avant-projet, c'est ça de la réflexion, de faire quelque chose au niveau du site des Moulins, oui. À côté de l'ancien cimetière. Et je crois que là aussi, mais ce terrain-là ne nous appartient malheureusement pas. Donc, on est en négociation avec la région wallonne pour essayer de débloquer ce projet, puisque c'est à la région wallonne qu'appartient ce terrain. Et là aussi, on aura encore des projets. Donc, on a encore des projets, par contre, Mathieu, pour les visiteurs. On a que ça. Alors, pour ceux qui ne savent pas où se trouve le site des Moulins, voilà. C'est juste derrière les thermes romains. Donc, ça va faire une liaison. Voilà. Et donc, voilà un peu notre projet. Juste une précision par rapport au parc Milan, il y a aussi, je crois, un parc canin qui est prévu là. Il y a aussi un parc canin de plus de 500 mètres carrés, et il y a aussi un peu de parking supplémentaire qui est créé. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens dans cet endroit-là, donc pour permettre aux gens de se garer facilement et puis d'accéder à pied à ce parc qui sera vraiment, je crois, un bel endroit
qu'on a déjà un peu découvert dans le cadre du Slow Festival, et on a vu que les familles s'appropriaient vraiment la plaine de jeu, les agrès de fitness, et c'était très gai à voir. Très bien, merci. On a hâte, on a hâte. Et donc, on a des dates en plus. Donc ça, c'est quelque chose qui est rassurant. C'est un beau défi. Et après, c'était aussi un des gros points, un des gros projets qu'on porte avec le groupe et que, voilà, toi et le collège, vous portez. Je continue ici dans nos questions. Alors, là, c'est une question qui est un petit peu, donc, je vous la lis. Donc là, on va plus aller dans une thématique de sécurité. Vous voyez qu'on balaye vraiment tout. Alors alors c'est Paloma qui nous dit donc: vous êtes-vous promené dans le piétonnier récemment? Il est devenu très angoissant. Un ressenti. Alors je n'ai pas été agressé, mais c'est un peu bizarre. Je suis espagnole, donc étrangère, mais aussi j'ai l'impression que les femmes ne pourront plus s'y promener seules bientôt, comme dans d'autres villes d'Europe. Ce n'est pas vraiment une question, c'est plutôt une réflexion, mais je pense que voilà, il faut pas l'éluder, et c'est sûr que la sécurité ou peut-être le sentiment d'insécurité est vraiment quelque chose de central. Alors ici, voilà, je l'ai expliqué au tout début. Vincent, toi tu es sur la sécurité, Mathieu est également au conseil de police. Peut-être que vous avez des éléments à amener. La sécurité, le sentiment d'insécurité, pour nous en tout cas, c'est quelque chose de fondamental. C'est pas pour ceux qui connaissent la pyramide de Maslow, donc la sécurité est la première chose dont les gens ont besoin, et donc c'est pour nous quelque chose de prioritaire dans les actions que l'on mène, priorité dans notre programme. Et donc j'ai demandé maintenant depuis quelques jours, et peut-être que Madame a déjà vu les effets de cette demande insistante auprès de notre chef de corps faisant fonction ou intérim, c'est d'avoir du bleu en ville. Et donc, vous voyez maintenant de plus en plus, depuis quelques jours, des policiers à pied ou à vélo. J'ai demandé qu'ils soient d'ailleurs à pied et à vélo et plutôt qu'en voiture, pour sécuriser les gens, parce que c'est vrai que dans certains endroits, à certains moments, il y a des choses parfois inacceptables qui se passent. Et je ne vais pas citer les endroits pour ne pas mettre le focus là-dessus. Mais oui, je me promène beaucoup dans la grande rue, et c'est quelque chose évidemment que nous devons, qui est inacceptable. Alors, il y a de l'insécurité. On a vu récemment cette agression à caractère sexuel qui s'est passée à la gare. On a, ça nous évidemment, ça nous interpelle de manière importante, et donc ça nous a permis aussi de relancer aussi tout ce qui est entretien et de nos caméras. C'est inacceptable. On doit attendre des mois avant d'avoir une caméra qui serait refaite, et donc écrit à la société en question pour les mettre en demeure de faire les réparations le plus rapidement possible. Donc vous voyez, ce sont des choses qu'on prend en main de manière immédiate. Et puis, pour améliorer encore les choses dans les années qui viennent, c'est pas tout de travailler là-dessus pendant quelques semaines ou quelques mois, pour améliorer ça dans la durée. Le dernier conseil de police a voté, tu peux en reparler, a voté l'engagement de policiers supplémentaires. Je te donne éventuellement la parole, Mathieu, pour que tu complètes cette information. Mais ce sont des retours qu'on a aussi, nous, en tant qu'élus, les gens qu'on croise aussi dans Arlon, des commerçants aussi qui nous relaient aussi des problématiques qui vivent aussi au quotidien. Et donc c'est quelque chose qui est très important, mais qui doit aussi avoir un besoin d'être objectivé par la zone de police. Pourquoi ? Parce que en fait, actuellement, l'augmentation de la population d'Arlon est telle que la zone de police, qui est déjà quelque part en sous-effectif par rapport au cadre qui est le sien, a du mal à suivre les nombreuses missions qui sont les siennes et qui sont en constante augmentation. Donc le chef de corps ad intérim, comme a dit Vincent, nous a fait un exposé des plus brillants sur
la charge actuelle qui pèse sur la zone de police en tant que telle, donc sur le métier de policier partout, mais ici à Arlon, au niveau de la charge administrative, au niveau des lois de plus en plus techniques, au niveau du nombre d'événements ici à encadrer, donc Arlon par exemple est concerné, au niveau du nombre d'interventions en hausse, mais des interventions qui ne sont pas toujours du chef de la zone de police, qui sont des interventions en renfort au fédéral. Il nous donnait l'exemple, par exemple, de la gare. Il y avoir une équipe fédérale qui gère quelque part la sécurité à la gare d'Arlon, mais la zone de police d'Arlon est constamment appelée à la gare d'Arlon pour faire le nombre, quelque part. Et donc, ça sort de leur mission, mais quelque part, ils sont là pour notre sécurité, mais ce sont toujours des heures et des heures et des heures en plus. Et donc, le constat a été tel que nous avons voté, sur base de cette charge analytique qui a été décryptée par le chef de corps, une augmentation de plus de 20 policiers sur les 7 prochaines années. Ça serait 22 policiers qui seraient engagés sur 7 ans, avec un écrémage par année. Donc, c'est pas 22 d'un coup, hein, c'est quelques par an, plusieurs par an, parce qu'il faut aussi créer, aller dans une direction pour les missions de la police qui fait sens aussi au niveau de la zone et pour le chef de corps. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est plus de 2 millions d'euros d'investissement sur 7 ans, et c'est à peu près 80% de l'investissement qui est sur la ville d'Arlon. Parce que dans la zone de police, la ville d'Arlon représente 80% quelque part de l'investissement de la zone de police. Et donc la ville d'Arlon, les élus, le conseil de police est au rendez-vous, je pense, de cet enjeu primordial, en augmentant cette dotation et en faisant même que finalement, avant le fédéral donner plus d'argent que la ville à la zone de police, et on va tendre vers un 50-50 dans les prochaines années, de ce fait. Et donc, on a vraiment cette volonté-là politique, de l'ensemble, d'aller vers cette direction-là. Et donc, c'est quelque chose où tout le monde est bien au courant et qui va permettre de relayer plus de missions sur le terrain. Voilà, et malgré toutes les nombreuses missions qu'ils ont. Et donc, on pense que c'est la solution, une des principales solutions à ce problème, en tout cas. Et pour les personnes qui sont évidemment en difficulté, on peut quand même rappeler que nous sommes les seuls dans la région wallonne, en province de Luxembourg, pardon, nous sommes les seuls à avoir un abri de nuit. Nous sommes également les seuls à avoir un centre d'accueil de jour. Et donc, c'est des endroits où les personnes qui sont en difficulté, eh bien, peuvent venir se reposer, peuvent venir échanger et peuvent avoir de l'aide. Ouais. Deuxième chose que je voudrais rajouter, c'est qu'en tout cas, les dealers ne sont pas les bienvenus sur le territoire d'Arlon, qu'ils seront poursuivis, ils seront déférés au parquet, et après, le monde judiciaire doit faire son boulot. Ça ne dépend plus, évidemment, des autorités communales et plus particulièrement du bourgmestre. Mais donc, que ce soit très clair, et ça n'est pas pour être fanfaron dans ce qu'on veut dire, c'est véritablement une priorité pour nous. Cette lutte contre l'insécurité, c'est quelque chose qui nous occupera pendant le temps qu'il faudra pour que les Arlonnais et les Arlonnaises se retrouvent en sécurité dans leur centre-ville, puisque c'est particulièrement à ce moment-là qu'on a le phénomène. Vous pouvez compter sur nous. Anne, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Mais, enfin, vous avez déjà dit beaucoup de choses. Je crois que c'est vraiment important, et en tant que femme, évidemment, je ne peux qu'être solidaire de cette dame, et de parfois, effectivement, ce sentiment, on peut avoir un peu de malaise. Je ne me sens pas nécessairement d'insécurité, mais un peu de malaise, et c'est vraiment important d'y répondre. Pour compléter tout ce qui a été dit, et c'est vrai que la lutte contre le trafic de drogue, je crois qu'elle est essentielle. On sait que c'est un fléau qui ne concerne pas que notre région, mais qui la concerne également. Notre parti a aussi beaucoup relayé ça, cette préoccupation-là au niveau fédéral, et j'espère qu'on en verra aussi les effets, parce que c'est une lutte qui doit se faire à tous les niveaux de pouvoir, évidemment. Et puis insister aussi sur le côté préventif des choses. Alors Vincent a parlé de l'accueil de jour, de l'accueil de nuit, aussi des éducateurs de rue. Et ça, c'est aussi voilà un vecteur qui doit être vraiment renforcé, évidemment, pour qu'il y ait un accompagnement aussi, qui ait une forme de prévention par rapport à toutes ces problématiques. Et voilà, je suis sûre qu'avec tous ces effets,
on arrivera à atteindre nos objectifs. Tu fais bien d'en parler, l'éducateur de rue. Ben voilà, c'était, je feuillette, j'ai le programme ici, donc je le feuillette un peu de temps en temps, et c'est une de nos plus de 140 propositions. Bref, alors je suis aussi au conseil de police, et il y a une petite chose que j'aimerais ajouter. Donc là aujourd'hui, il y a 106 policiers sur la zone, et il y a une volonté également d'être proactif dans l'engagement des policiers, entre autres en allant chercher des jeunes qui sont motivés, mais qui sont aussi de la région, du Cru, et donc dans la volonté de les rencontrer, de les engager déjà avant qu'ils fassent leur formation, et que la formation serait financée par la zone, afin qu'on puisse avoir des jeunes policiers de chez nous qui connaissent le terrain, qui connaissent les gens, et donc voilà, on sent que vraiment le chef de corps et tout le conseil de police travaille dans ce sens. Ouais. Voilà. Merci pour la question, en tout cas pour. Mathieu, tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est parfait. Mais il y a peut-être, je vois une question de Mirella qui est un peu dans la suite de ce dont on vient de parler. Y a-t-il des caméras qui fonctionnent dans le piétonnier? Ah, oui. Oui, il y a des caméras. Donc, vous les voyez, ces caméras. On va refaire le tour d'ailleurs de toutes les caméras pour s'assurer évidemment qu'elles fonctionnent toutes. Mais on est en sécurité dans la grande rue, je peux vous l'assurer. Voilà. Ouais. Merci Vincent pour la question. Alors, ici, on a reçu des questions par email, donc là, je dois, Paul, Pierre-Philippe, tout roule pour le moment. Nickel, je vois des pouces levés, c'est super. Donc, donc on commence avec les questions par email, mais c'est sûr que les questions que vous envoyez en direct seront évidemment répondues dans la suite. Ne vous inquiétez pas. Alors, je continue ici, donc on va, la question de Martine. Je lis donc, je vis et travaille à Arlon. Je suis locataire, mère célibataire. La vie est devenue tellement chère, le loyer est également très cher. Et même les inscriptions dans les clubs de sport pour les enfants sont devenues hors de prix. Elle cite comme exemple, foot pour un de mes fils et basket pour l'autre, on est approximativement à 700 €. Que je réfléchis à déménager. Elle pose la question, doit-on obligatoirement travailler dans une banque au Luxembourg, voire vivre à Arlon? C'est une question qui, on était au débat mardi à nos incultures, et qui était déjà revenu à ce moment-là. C'est sûr qu'aujourd'hui, on constate que les prix augmentent très fort. Anne, Vincent, peut-être démarrer, mais il y aura sûrement d'autres choses. Oui. C'est vrai que la question du logement est vraiment une question primordiale qui ressort très fort actuellement, qui est montée en puissance, je veux dire, pendant toutes ces 6 années. Alors, on en est bien conscient. Il y a clairement une pression immobilière importante à Arlon. Il y a aussi clairement peut-être des gens qui ont effectivement un pouvoir d'achat plus élevé et qui amènent une augmentation des prix des loyers. Et ça, malheureusement, tous les leviers ne sont pas dans nos mains à ce niveau-là. Et donc, c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu lors du débat déjà mardi. Voilà, il y a des grilles de loyer, mais qui ne dépendent pas de la commune. Par contre, la commune a évidemment des leviers pour améliorer les choses. Alors, quels sont ces leviers? Il existe des logements qu'on appelle des logements à loyer modéré. Donc, ce sont des logements qui sont gérés par des agences immobilières sociales, comme Logés Sud chez nous, et donc qui acquièrent ou qui gèrent des logements qui sont en bon état, donc ils font en sorte que ces logements soient en bon état, et ils les louent à loyer modéré. Alors nous, comment pouvons-nous agir au niveau de la commune pour les soutenir? Déjà, on peut agir au niveau des charges d'urbanisme. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une charge d'urbanisme? Quand il y a un projet immobilier important, pas quand quelqu'un construit une seule maison, mais un projet immobilier avec plusieurs logements, il y a des charges qui sont perçues pour la collectivité, qui correspondent à un certain prix par mètre carré. Et ces charges, on peut les affecter, et on les affecte régulièrement, à demander à ce que une partie des logements soit justement cédée en location à Logés Sud pendant un certain nombre d'années, et donc c'est une garantie d'avoir un logement de qualité qui sera mis en location à loyer modéré. On peut aussi, et c'est une réflexion qui se fait avec les autres communes qui font partie de Logés Sud, puisque Logés Sud est supracommunal, c'est peut-être de renforcer aussi les moyens de Logés Sud pour qu'à un moment donné, ils aient la possibilité soit d'acquérir, soit de rénover et de mettre en location plus de logements que ce n'est le cas actuellement. Et c'est vraiment un axe sur lequel on a envie de travailler.
Alors, à côté de ces logements à loyer modéré, il y a aussi ce qu'on appelle des logements sociaux. Et donc, ensemble, actuellement, on tourne autour de 450, voire même un peu plus, de logements sociaux à loyer modéré sur la commune. C'est un chiffre qui n'est pas négligeable, mais qui clairement doit encore être augmenté. Et on peut aussi agir notamment. Donc nous avons en cours un projet d'acheter plusieurs blocs d'appartements dans le quartier du Galgenberg. Donc, ce sont des anciens immeubles de l'armée qui appartiennent toujours à l'armée. Et donc la commune a prévu un budget d'1 million d'euros pour les acheter et puis 1 million d'euros pour les rénover avant de pouvoir justement les mettre en location. Et donc voilà, petit à petit, je pense qu'on peut vraiment avancer dans ce domaine. Oui, ben, c'est vrai que le marché comment dire, de tout ce qui est locatif, ben, on n'a pas beaucoup de leviers, évidemment. Maintenant, au niveau communal, on fait évidemment tout ce qu'on peut et on voit que les volontés sont là. Vincent, tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'est l'éternel problème aussi entre ceux qui veulent qu'on construise de moins en moins pour pas artificialiser les sols. Donc, on a, je crois, au niveau communal, d'abord fait en sorte d'enlever les champs. Je peux en citer, pas rentrer dans les détails. Il y a les quelques appartements qui sont en face de Linda. Il y a à la rue des Déportés, là où étaient les presses de l'Avenir. Il y a tout ce quartier qui est en bas de la rue Goffo, qui a été également entièrement rénové. Il y a la rue Chevet, ce qu'on appelait dans le temps l'immeuble Théou. Donc voilà, ce sont, et j'en oublie, ce sont évidemment des priorités des collèges successifs de faire en sorte de supprimer ces champs urbains pour les mettre en location. Alors, c'est pas des habitations sociales, on est bien d'accord, mais si on veut tenir compte aussi de toute la population, si vous n'avez pas, il y a une grande règle, c'est la loi de l'offre et de la demande. Si vous avez une demande qui augmente et l'offre qui reste stable, les prix augmentent. Si c'est le contraire, les prix diminuent. Et donc, on doit continuer aussi à construire un long, mais de construire de manière intelligente. C'est-à-dire de construire avec des espaces verts, autour des espaces verts, de veiller vraiment à avoir un équilibre dans les constructions qu'on a. Donc, c'est fini l'époque où à Arlon, on croit qu'on va pouvoir construire des immeubles à appartements et avoir une rentabilité maximum. C'est terminé ce temps-là. Et donc, ici, aujourd'hui, en tout cas, à chaque fois qu'on reçoit des promoteurs immobiliers, on leur fait état des charges d'urbanisme. Et Anne a bien expliqué ce que c'est, je ne veux pas revenir dessus. Pour encore donner deux exemples très concrets, dans la rue de l'Esplanade ou dans la Grande Rue, il y a ce qu'on appelle communément l'immeuble Bloquet. C'était Bloquet qui y était avant. Eh bien, on aura 6 appartements que nous allons construire nouvelles et 2 appartements en façade. Les en façade dans la Grande Rue sont des appartements dits normaux. Ceux qui seront construits à l'arrière seront donnés en location via Logé Sud, comme l'a bien expliqué Anne. Donc, ce sont 6 appartements qui seront vraiment situés en centre-ville et qui seront, en tout cas, de très beaux appartements et avec, en tout cas, un environnement qui sera agréable. On peut aussi estimer qu'en face de l'hôtel de ville, vous avez un parking, là, pour l'instant. Eh bien, dans les années qui viennent, on construira là aussi. On mettra aussi, non pas des logements sociaux directement, mais on pourra aussi mettre des logements dont une partie sera confiée à Logé Sud de manière à avoir des charges moins importantes. Si vous prenez un projet comme celui de la famille Jaspers à côté de la place des Fusillés, on a beaucoup parlé de ce projet-là. Nous avons mis en charge d'urbanisme également l'obligation d'avoir, je crois que c'est 4 ou 5 appartements donnés à Logé Sud. Voilà, ce sont des leviers communaux, mais ce n'est pas nous ce n'est pas de notre compétence de fixer le montant des loyers. Ça, il faut bien l'entendre. On était à un autre débat, on disait mais la commune n'a qu'à. Non, la commune ne peut pas fixer les loyers quand ce n'est pas des appartements évidemment qui lui appartiennent. La loi sur le bail à loyer est une compétence qui n'est pas une compétence communale. Là, il faut s'adresser à d'autres niveaux de pouvoir et on peut évidemment avoir une certaine influence là-dessus, mais ce n'est pas de la compétence communale. Il faut aussi ajouter que la ville s'est outillée, entre autres, il y a différents schémas, et qu'on a donc voté le schéma de développement communal, donc entre nous on l'appelle le SDC, et qui permet vraiment de baliser également l'évolution de la commune et les différentes constructions. Donc on est dans
non pas dans des intentions, mais vraiment, on a un cadre que nous respectons et que les promoteurs doivent également respecter. C'est ça. Mathieu, tu voulais rebondir sur quelque chose? Oui, en termes, Vincent a déjà dit beaucoup de choses. Je pense qu'il y a effectivement ce que la région wallonne peut faire aussi en la matière, mais aussi, moi, je pense parfois aussi surtout à ce que le Luxembourg fait. Parce que ce que le Luxembourg fait au niveau de son logement, de son parc de logement, rejaillit sur Arlon, dans un sens comme dans l'autre. Et on l'a vu ces dernières années, que l'accès au logement au Luxembourg était devenu, toujours très compliqué, mais était devenu particulièrement compliqué au cours des dernières années. Alors, je travaille moi au Luxembourg, effectivement pas dans une banque. Mon épouse travaille en Belgique, mais j'ai travaillé avant en Belgique aussi. Mais je peux dire une chose, c'est que je vois aussi les Luxembourgeois avoir énormément de difficultés aussi à l'achat des maisons, à assurer les emprunts. Et donc, on dépend quelque part aussi fortement de ce qui se passe au Grand-Duché. Et ça, c'est une donne avec laquelle on peut malheureusement pas faire grand-chose, malheureusement, mais j'ai l'impression quand même que ça va dans une meilleure direction maintenant qu'avant à ce niveau-là, parce que les dernières années étaient particulièrement tendues à ce niveau-là pour le marché immobilier luxembourgeois et donc forcément frontalier aussi. Voilà, ici, donc, la personne qui nous pose la question a le statut de mère célibataire, donc c'est sûr que ça accentue évidemment la difficulté. Voilà, je travaille en Belgique aussi, mon épouse travaille en Belgique aussi. Et on est conscient de ce genre de difficultés maintenant, notre maison, et on y est bien. Et alors, elle posait la question pour les sportifs, et c'est vrai que, bon, je sais pas, toi, on en a aussi, hein, quand on voit les charges, c'est vrai que ça peut revenir très cher. Ça peut revenir très cher. Après, voilà, la commune donne des aides, évidemment, que ce soit par rapport à des infrastructures, et donc là, on voit qu'il y a beaucoup de projets. Alors, on a les projets de la COVA, on a les projets de Walsin, entre autres, qui sont dans les cartons, dans le petit carnet qu'il y a devant dans notre programme. Mais également, voilà, vous avez vu la Spetz qui est actuellement en rénovation. C'est sûr qu'il y a ça, il y a une aide également en fonction du nombre d'affiliés, mais les frais pour les clubs augmentent également. Il y a l'échec sportif aussi. Tu as raison, l'échec sport. Et puis parfois des initiatives qui ne sont pas nécessairement communales, mais je sais que, c'est un exemple, mais via les mutuelles, on peut être remboursé aussi en partie d'une affiliation à un club sportif. Oui. Et donc il y a aussi la question des familles monoparentales est évidemment importante et de plus en plus importante. Et je crois que c'est aussi peut-être une aide qui peut être apportée sous forme d'information de ce qui existe, de toutes les aides qui existent, oui, tout à fait. Toutes les familles, mais notamment celle-là, pour se sentir moins seul aussi. C'est important d'avoir un endroit où on peut échanger, être écouté, et où on peut recevoir toutes les informations qui peuvent aider. Tout à fait. Et juste pour rebondir, parce que moi, cette semaine, j'inscris mes filles à un collectif de natation. Ben oui, effectivement, malheureusement, c'est un sport qui est indispensable. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Mais son coût est en augmentation, n'est pas négligeable, vu que les coûts énergétiques des piscines, par exemple, ne sont pas non plus incompressibles pour ceux qui veulent organiser ces cours. Donc c'est quelque part hyper compliqué aussi pour les clubs parfois de trouver la quadrature du cercle entre ce qu'ils veulent demander pour rentrer dans des frais sans... Voilà, c'est quelque chose de... Je pense, c'est très compliqué, mais effectivement, c'est une grosse problématique de pouvoir renoncer à des sports pour ses enfants parce que ça devient trop cher. Et ça, c'est quelque part aussi un grand problème. Après, Arlon, on est riche des clubs sportifs. Hein. On a plus d'une 60aine de sports qui sont représentés. Les clubs sportifs ont la difficulté aussi du manque de bénévoles qui est présent. Donc, voilà, là, on rentre dans d'autres considérations. Mais bref, en tout cas, on est bien conscient de toutes ces difficultés. Je vous propose de passer à une autre question. Alors, là, une question de Monique qui nous parle de nouveau alors de la place Léopold. On revient à notre sujet qui a introduit ce live. Mais ici, on est plutôt dans la perspective future. Alors, je lis, la place Léopold est magnifique, mais est-ce que la ville a le budget pour rénover le palais et la partie hôtel du Nord? Oui. Alors, revenons un petit peu à l'historique. L'historique, c'est quand même d'essayer de travailler par étapes. On a refait la place de l'hôtel de ville durant cette législature. On l'oublie un peu parce qu'on a commencé les travaux le lendemain des élections. Donc, il y a vraiment pratiquement 6 ans, on a démarré ce projet-là. On avait fait auparavant la Grand Rue,
Hein. Rappelez-vous, il y a une législature et demie, on nous disait que la Grand Rue, c'était pas possible. Et avec mon ami André Ballon, d'ailleurs, on a travaillé beaucoup sur ce sujet-là. Donc, on a fait la place de l'Hôtel de Ville, on a fait la Grand Rue, et on arrive bien logiquement, tout ça fait partie de choses expliquées depuis bien longtemps, on arrive maintenant sur la place Léopold. Celle-ci étant pratiquement terminée, il faut maintenant s'attaquer à ce gros projet qui est la rénovation de l'ancien palais de justice, de l'Hôtel du Nord. Hein, vous voyez ce qu'on veut dire, l'Hôtel du Nord, la maison des associations pour l'instant, l'Office du tourisme, la maison du tourisme et le Café du Nord. Le projet est de relier ces deux bâtiments l'un avec l'autre, avec une grande coupole dont les parois, en tout cas, seront en verre. Donc, est-ce que nous avons les budgets pour le faire? Alors, je dis clairement non. Si on veut rénover ça de manière comme on le souhaite, non, on n'a pas les budgets pour le faire. Et donc, nous sommes en train, comme on l'a fait pour l'espace Léopold, de trouver des subsides. Le problème, c'est que, voilà, on a eu des élections à la région, on a eu des élections au fédéral, et on doit aussi avancer architecturalement. Si on veut avoir des subsides, on doit passer évidemment par les pouvoirs subsidiants, qui eux aussi mettent leurs conditions, et donc on doit retravailler les projets avec les auteurs de projets, mais en tout cas, on va probablement le faire en 2 étapes. Ça va coûter environ le prix de l'ensemble de l'espace Léopold actuel, c'est-à-dire une 20aine de millions, et donc on fera ça en 2 étapes parce qu'on n'arrivera pas à faire tout en une fois. Mais c'est un projet en tout cas qui est important pour nous, qui reste important, parce que ce n'est pas normal pour moi qu'on ait en plein centre-ville autant de mètres carrés qui appartiennent au pouvoir public et dans lesquels les pouvoirs publics ne savent pas investir. Donc on doit être aidé par la région, par les instances européennes, mais on doit absolument, et c'est une obligation, je trouve, en tant que pouvoir public, de faire en sorte que ce bâtiment magnifique dans lequel se trouve pour l'instant la maison des associations, eh bien, puisse retrouver son lustre d'antan. Le projet est superbe. Il est d'ailleurs de supprimer un étage. Le projet est superbe. Le bâtiment est superbe. Et la liaison entre les deux également. Donc oui, je peux assurer en tout cas notre interlocutrice que c'est un projet primordial pour notre majorité actuelle. On l'a bien remarqué parce que je n'ai même pas eu le temps de te passer la parole que tu as directement répondu. Oui, parce que ce sont des projets qui me tiennent particulièrement encore, toujours avec le même objectif, et Anne en a parlé tout à l'heure, c'est de redynamiser notre centre-ville. On voit un peu partout en Europe, pas seulement à Arlon, on voit un peu partout en Europe que les centres-villes ont des difficultés. Ça va beaucoup mieux pour l'instant, il n'y a pas de question là-dessus, mais je serai prêt à y répondre avec des chiffres très concrets. Ça va mieux pour l'instant, mais c'est dynamique. On doit continuer, nous, à aider ce centre-ville à renaître. On est sur la bonne voie, mais ce projet-là doit participer en tout cas à cette revitalisation urbaine. C'est d'ailleurs le terme qui est employé pour avoir une partie des subsides, et ça nous semble particulièrement important. Tout à fait. Et alors, tu parles de la maison des associations. Je me permets encore une fois de rebondir. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là au tout début, donc le 27 septembre à l'Afterwork, on s'y retrouvera donc pour rencontrer tous les candidats. Ce qu'il y a, c'est qu'on met aussi le point sur un élément qui est essentiel, c'est la culture. Et alors, toi, Mathieu, en tant que président de la maison de la culture, on a donc dans le programme quelques points qui sont essentiels. Tu veux en toucher 2 mots? Si tu me lances là-dessus, je ne peux pas faire comparaison. Non, mais oui, évidemment, ça peut être une mandature, je pense. Enfin, je pense pas, tout le groupe le pense. On va devoir investir beaucoup d'argent, trouver des fonds, trouver des moyens d'investissement. Dans la maison de la culture, qui n'est pas que la maison de la culture, qui est aussi la bibliothèque communale. Hein. Absolument. C'est un bâtiment qui abrite les deux. La bibliothèque communale est un outil merveilleux dans notre commune que l'on doit rénover. Alors quand on dit rénover, c'est surtout au niveau énergétique. Hein. C'est pour maîtriser les factures d'énergie pour le propriétaire, pour tout le monde, parce que ça rejaillit surtout sur les frais. On parlait du sport là juste avant, ça rejaillit absolument sur tout. Pour pouvoir maîtriser ses coûts, d'accessibilité aussi. Il y a encore des choses à faire au niveau des accessibilités PMR, des travaux de structure. Bref, on a énormément de travaux à faire. Maison de la culture, hall polyvalent aussi, c'est quelque chose qui nous tient à cœur dans les prochaines années, hein, de voir comment on va faire pour rendre cet espace
plus moderne, créer un hall polyvalent qui est beaucoup plus en adéquation avec ce que les acteurs du terrain ont besoin. Et alors, la jonction palais est absolument essentielle, centre-ville. Donc effectivement, sur quelques centaines de mètres à vol d'oiseau, il y aura beaucoup d'investissements qui doivent être faits en matière culturelle et événementielle. Ok. Ça, c'est certain. Merci à toi. Alors, on continue dans les questions. Donc, voilà, on a encore une question ici d'email. Après, on arrive aux questions qu'on a reçues donc par le chat, donc par Pierre-Philippe et Paul qui sont derrière. Alors, Francis nous pose la question sur comment la ville se prépare à l'installation des bornes de recharge électriques sur Arlon. Alors, Anne, je te passe la parole. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, les bornes de recharge électrique, le programme de bornes de recharge électrique, je crois que le premier point qu'on a voulu développer, c'était développer au niveau des parkings publics, parce que c'est vrai qu'on a cette maîtrise. Et donc, on a réalisé dans pas mal de projets de nouveaux parkings le pré-câblage pour pouvoir mettre en place ces bornes électriques dès que nécessaire, et on va avancer dans ce sens-là. On est encore un petit peu en attente en prospective par rapport au nombre de bornes de recharge, et on voudrait voir aussi le succès et la nécessité que ça représente. Et puis on a aussi travaillé à un dossier de mise en place de bornes de recharge aussi sur l'espace public via un cahier des charges et une demande de subside à nouveau, c'est toujours le nerf de la guerre, avec Idelux. Et là, alors je n'ai plus le chiffre tout à fait en tête, mais peut-être que Mathieu peut me souffler ou pas. Le chiffre des bornes. Le chiffre des bornes, attends, je vais retrouver. Donc, il y a 12 points de rechargement qui sont prévus dans ce cahier des charges spécifique, en plus, et donc, à différents endroits, donc, au niveau de la caserne Léopold, au niveau de la rue du 25 août, au niveau de la Grande Place, de la rue de Diekirch, de la rue Franck et de la place Didier. Donc voilà, tout ça va faire un maillage de plus en plus important, et on ne doute pas aussi que, en fonction de la nécessité, on pourra voir avec des sociétés dont c'est la fonction d'installer des bornes pour le faire aussi sur l'espace public. 30 secondes, à l'espace Léopold, il y aura des bornes aussi. On va lancer un marché parce que je crois que cette technologie évolue tellement qu'on a intérêt à faire appel évidemment à des spécialistes pour ça. Mais il y aura aussi, dans un avenir moyen, je dirais, en tout cas des bornes de recharge. Ouais, c'est une dans question, l'espace qui revient régulièrement. Dans le parking, oui. Mathieu, tu voulais ajouter? Oui, moi c'est un domaine que j'aime bien, et je suis désolé. Hein. Non, le perco. Et puis Francis m'a déjà posé quelques fois la question, et lui c'est quelqu'un qui s'y connaît excessivement bien en la matière, donc on va rien lui apprendre ici, mais oui, c'est vrai que la Belgique globalement est complètement, c'est très déséquilibré en matière de développement de bornes de recharge électrique entre la Flandre et la Wallonie. Donc il y a 16 000, j'ai pris les chiffres tableau de mobilité de la FEB. Il y a 16 000 bornes de recharge en 2024 en Belgique, et il y en a 2000 en Wallonie. Et donc, mais la proportion des bornes de recharge par habitant est complètement déséquilibrée d'une ville à l'autre. Alors si on regarde Arlon, finalement, prenons d'abord Anvers en Flandre, qui est une grande ville, on a une borne de recharge pour plus de 100 habitants. Et à Arlon, on a une borne de recharge pour plus de 200 habitants. Donc on n'est pas si mal calibré, notamment vis-à-vis des bornes de recharge rapide qui ont été installées près de Bel Air. Mais là où on pêche très très fort, c'est dans le centre-ville, effectivement, et c'est là que le projet qui a été mandaté à Idelux est hyper important, parce qu'on doit développer beaucoup plus de bornes de recharge au centre-ville, là où c'est aussi très important, parce qu'il n'y a pas les solutions comme dans les villages pour se recharger, etc. à domicile. Et là, effectivement, on a un grand besoin en la matière, et on a la grosse contrainte, et ça, Francis, et je suppose que beaucoup de gens va comprendre ceci, c'est qu'on a besoin d'être non loin des cabines électriques pour pouvoir avoir plus de tension, plus d'ampérage, et donc plus de puissance de rechargement, et recharger moins longtemps la voiture, et permettre à plus d'usagers de recharger sa voiture. Donc tout ça, c'est des contraintes électriques du réseau. Donc le réseau doit être repensé en la matière dans les villes, surtout dans les villes, et donc là, il y a un gros travail en la matière, et il y a beaucoup de travail aussi au niveau communal, au-delà du déploiement des bornes de recharge.
tout ce qui est cadre légal. Mhm. On a eu des questions au conseil communal. Comment est-ce qu'on dispose les câbles sur les trottoirs? Quel est le cadre pour ça? Parce que nous, on doit rester maître du cadre légal de la mobilité piétonne en ville. Hein, et donc, on n'a pas vraiment encore au niveau wallon, alors pas à ma connaissance, je me trompe peut-être, de quelque chose qui existe vraiment de cadré en la matière. Et l'Union des villes et communes pousse pour qu'on avance vraiment quelque chose qui soit uniforme au niveau de la Wallonie pour trouver des solutions en la matière. Et donc là, on a encore beaucoup de travail, je pense, à faire au niveau des communes pour s'emparer du sujet. Bon, je pense qu'à Arlon, on a déjà pris les devants vis-à-vis de ce qu'on a déjà voté. Mais le futur va être assez mouvant en la matière. Ça, C'est vrai qu'on parlait des PMR dès le début. Là, j'imagine, ben voilà, sur une poussette ou autre, et je vois un câble devant moi avec une voiture électrique qui recharge. Qu'est-ce que je fais? Donc là, actuellement, on est dans le flou. Et c'est sûr que c'est une question à laquelle il faudra répondre plus tard. Voilà, donc on a fini alors les questions envoyées par email à l'avance. Donc on va arriver aux questions qu'on nous a envoyées donc sur le chat. Alors il y a des questions parfois qui vont concerner des thématiques soit bon allez on embrasse Kamal Mitri qui est les chefs des travaux de la mobilité, ou Didier Laforge qui lui s'occupe des sports et de l'événementiel, enfin de l'événementiel, de tout ce qui va être événement. Ici, on a une première question qu'on a repris dans l'ordre, donc de Fabien, qui nous parle de la rue du Dispensaire et la rue de Zeslich. Donc je la lis. Prévoyez-vous de refaire la rue du Dispensaire et la rue de Zeslich? Félicitations pour cette place, Paul. Merci à toi, Fabien, pour les félicitations. Par contre, alors la rue du Dispensaire, elle va démarrer très rapidement, puisqu'elle va démarrer le 23. D'abord le 16, le 23, on va démarrer par la partie basse. On va d'abord imaginer commencer par la partie haute, on va commencer par la partie basse. On va essayer de faire une première étape avant l'hiver, et puis après l'hiver, on va attaquer la deuxième partie. Elle le nécessite, même si on a rebouché un petit peu tous les trous. Je crois qu'il y a personne qui nous en voudra de refaire la rue Dispensaire. Quant à la rue de Zeslich, oui, c'est prévu également dans les projets. C'est évidemment un budget qui est d'une grande ampleur, mais elle le nécessite et c'est également prévu dans nos projets des années qui viennent. Ok, j'ai un complément d'information. Je vais juste faire le lecteur assidu de notre échevin des travaux sur cette question-là. Et donc, il dit, comme le dit Vincent, il y a 2 phases pour la rue du Dispensaire. La première phase, le 23 octobre, entre le rond-point de la rue Viville et l'entrée du parking de la plaine des Manœuvres. Et la deuxième phase se fera au printemps. Donc ça, c'est important. Il y a une première phase qui va commencer très vite maintenant. Et pour la rue de Zeslich, le projet présenté au collège fin d'année sera rénovation complète à Pétran. Donc c'est un énorme projet de rénovation complète de la voirie, dessus et dessous. Trottoir partagé de 3 mètres, ce qui est hyper important. Donc c'est Aline qui posait la question tout à l'heure pour les trottoirs partagés. On est près des écoles, donc ça fait complètement sens. Travaux en 2025 pour la partie impétrant et 2026 pour le reste. Voilà. Merci Kamal pour son œil aiguisé. De l'autre côté de l'écran, voilà. Donc on continue ici. Donc je pense qu'on a répondu à la question donc de Fabien. Alors on a Olivier donc qui nous pose une autre question. Là on change de quartier, on reste en ville. On va plutôt dans le quartier Saint-Donat. Alors je lis, que comptez-vous faire au final avec le quartier Saint-Donat? Aura-t-on des vignettes pour contrer cette circulation inutile, comme promis après la réalisation du parking Léopold? Je ne savais pas que là. C'est-à-dire qu'on avait promis de revenir avec une réflexion, parce que c'est une discussion qu'on va devoir avoir avec les gens du quartier, avec le monde commercial, parce qu'il y a un peu 2 écoles évidemment. Il y a ceux qui disent ben oui, c'est un quartier dans lequel on peut aller se garer sans payer, où on peut se garer sans durée, et puis il y a les autres qui y habitent qui disent ben oui, mais on n'est pas le parking du centre-ville. Maintenant, foutez-nous un peu la paix et on a envie de pouvoir vivre dans un quartier complètement apaisé. Donc voilà, ce sont les deux écoles, je dirais, en présence, et on doit vraiment réfléchir ensemble. Et je crois qu'il n'y a que comme ça qu'on avancera dans un sujet aussi épineux pour trouver le bon équilibre entre les deux. C'est vrai que de dire simplement, ben voilà, on a des places de parking là-bas, maintenant qu'on a l'espace Léopold, où on a des abonnements de tout type,
pour ceux qui veulent rester 5 jours, 24 heures sur 24, 6 jours uniquement la journée, ou 24 heures sur 24, ou même 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, on a des abonnements pour tout le monde. C'est vrai que ça coûte un peu d'argent, mais on doit aussi tenir compte que le quartier Saint-Donat a aussi, le plus beau quartier que nous avons dans notre centre-ville. Ce quartier doit aussi être apaisé, et ça ne peut pas être, ça ne l'est plus maintenant évidemment que la rue Marquisa. du Marquisat, merci Raphaël, est fermée, puisque quand on arrive au bout de la rue du Bastion, on arrive sur un chantier, donc automatiquement elle est un petit peu apaisée, mais enfin voilà, ça ne doit pas devenir en tout cas une voirie de liaison pour couper court au travers de la ville. Ça, on fera en sorte que ça ne le soit pas. Ok, merci pour la réponse. Voilà, donc c'est en réflexion, c'est en cours, et donc les riverains sont évidemment intégrés dans cette réflexion. Alors, j'ai ici voilà, on avance dans les questions. Une question de Mirella, alors on revient au quartier rue des Esliches, quartier de la Semois. Excusez-moi. Donc je lis, les places de parking manquent cruellement à la rue des Esliches et quartier de la Semois, et on reprend 2 places de parking pour les cambios. N'aurions pas pu les mettre ailleurs? Alors peut-être d'abord expliquer ce que sont les cambios. Donc c'est les voitures partagées, donc qui sont ici présentes à Arlon, qui connaissent un franc succès. Et c'est vrai qu'il y a peu de temps, je crois que c'est à la rue Goffo, où 1 ou 2 cambios ont été installés. Maintenant, Vincent, Mathieu, Anne. Mais les cambios, c'est une bonne chose, les voitures partagées. On voit d'ailleurs que la population arlonnaise les demande. On est avec un taux de remplissage, entre guillemets, qui est un des plus importants de la région wallonne. Donc, il y a une vraie demande. Et plus il y aura de cambios, et moins il y aura de voitures. C'est d'ailleurs pour ça que c'est fait. Ceux qui veulent une deuxième voiture, ils peuvent peut-être prendre une cambio plutôt que de prendre la voiture. Ça coûte beaucoup moins cher. Je crois que ce qui coûte cher dans une voiture, c'est pas le temps qu'on l'occupe, c'est le temps où elle est à l'arrêt, où elle ne sert à personne. Donc, et on est tous comme ça à avoir 1 ou 2 voitures. Voilà, donc la cambio, c'est un beau projet. Seulement, il faut bien réfléchir à l'endroit où on le met. On a une réunion avec les gens de cambio pour dire, ben voilà, ceux qui veulent une cambio pour partir 3-4 jours, eh ben ils peuvent faire quelques centaines de mètres pour aller la chercher, et on peut situer ça en dehors du centre-ville, ou des endroits où on a du mal à avoir des places de parking. On sait par exemple, et on a suggéré à la rue Henri Buche, qui sont d'accord de réfléchir à ça. Je voudrais simplement dire que pour la rue de la Semois, on a déjà avancé, puisque on a mis maintenant ça en zone bleue. Ouais, Hein, et donc, il n'y a plus de voitures qui peuvent stationner là toute la journée, partir en train et revenir. C'est fini. Alors ils seront verbalisés pour rester 3 heures à cet endroit-là. Donc, ça doit évidemment participer également, c'était une demande des gens de la rue de la Semois, ça doit participer à ce roulement de voitures et au fait de trouver un peu plus de places de parking. La rue des Esliches, ben voilà, on va la refaire. On va pas nécessairement avoir beaucoup plus de places de parking, mais c'est une réflexion à avoir aussi. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'avoir plus de places de parking à cet endroit-là? Là, la réflexion est en cours. Oui, tout à fait. Merci pour la réponse. Je regarde, je pense qu'on était complet. Hein. Alors, on continue, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Là, ici, on en a encore 3. Maintenant, l'heure avance également. Donc, ici, de Florent. Alors, là, par contre, on quitte Arlon et on arrive donc aux côtés de Barniche, Hôtel Bas Barniche exactement. Et je lis la question. Bonjour, quelle approche est prévue pour relier Barniche à son école? Merci d'avance. Alors, la personne la mieux informée n'est pas présente, c'est Kamal. Maintenant, est-ce que vous avez déjà des éléments de réponse? Oui. Ah. Alors on a quand même bien avancé dans ce dossier, parce que c'est vrai que c'est un dossier qui est en cours depuis un certain temps pour réaliser cette fameuse liaison cyclo-piétonne entre Sterpenich d'une part et Barniche de l'autre jusqu'à l'école. Alors ce qui n'est pas toujours simple, c'est qu'il faut évidemment négocier le tracé avec les propriétaires des terrains pour que ce soit le mieux pour tout le monde finalement. Et donc ça a pris un certain temps, mais donc on a une grande avancée, puisque tout le tracé Sterpenich-École est maintenant négocié et va pouvoir vraiment passer à la vitesse supérieure.
Alors pour rejoindre Barniche, c'est vrai que c'est un petit peu moins, voilà, c'est un petit peu moins avancé. Il y a encore des oppositions assez importantes, et donc à un moment donné, il faudra peut-être aller jusqu'à des expropriations pour que ce projet se termine. Mais en tout cas, il y a un tracé qui existe, et c'est vraiment un projet qui reste prioritaire, même si je comprends que certains soient très impatients de le voir aboutir. Vraiment beaucoup de temps. Oui. C'est pas évident d'avancer dans ce. À partir du moment où on a des propriétaires privés qui ne veulent pas céder à la ville, comme le dit Anne, on doit passer par des expropriations. On sent que les expropriations sont longues, parfois coûteuses en termes judiciaires. On a eu l'expropriation de quelques garages, tout le monde s'en rappelle, en face de l'hôtel de ville. Ça a duré quelques années, ça a coûté un peu d'argent à tout le monde. C'est un peu dommage pour arriver quand même au résultat une fois qu'on peut prouver l'utilité publique. Et je crois qu'ici, passer par la route elle-même à Barniche, à Hôtel de Barniche, n'est pas possible. Il y a un rouleau d'étranglement au niveau de différents bâtiments, donc on doit passer par l'arrière. Par l'arrière, ça veut dire passer dans des terrains agricoles et dans des terrains à bâtir, et donc c'est un peu plus long. Ok, merci pour la réponse. Voilà, j'espère que cette réponse conviendra à Florent, mais en tout cas, ce dossier n'est vraiment pas mis au placard. On y travaille. Absolument. Comme me disait Marie-Christine Antoine, nous n'avons de choix que de persévérer. Oui, oui. C'est bien ça. C'est bien dit. Voilà. Pour une locale de l'État, Voilà. on y est. Alors, on reste dans cette région-là, ici avec alors donc on est plutôt dans le village de Sterpenich. Ici, ben voilà, c'est une question qui est un petit peu épineuse, mais c'est bien la preuve qu'on n'est lu de rien du tout, et donc je vous la lis. C'est de Josiane. Alors, bonsoir. À quand une solution pour la rue de Grasse à Sterpenich, village oublié en tout point de vue? Autoroute internationale avec bouchons, vitesse, façade qui se fissure, etc. Infrabel n'attend que vous, donc, pour fermer le passage, mais vous enterrez ce projet. Maintenant, avec les travaux, nous voyons de nouveaux vélos, des enfants, etc. Faisons-nous partie d'Arlon. Il n'y en a que pour la ville. Il ne reste plus qu'à déménager de cet enfer quotidien. Si rien ne se fait, que répondez-vous? Voilà, c'est une... D'abord, je remets mon grand bonjour à Josiane. Je vois bien qui est Josiane. Elle a travaillé d'ailleurs à la ville d'Arlon pendant de nombreuses années. Elle est maintenant pensionnée, et je sais qu'elle souffre beaucoup de ces passages continus et évidemment excessifs à la rue de Grasse. On a souvent envoyé la police pour essayer de faire en sorte que des camions ne passent pas par là. C'est incompréhensible, inadmissible que les camions passent par la rue de Grasse. C'est vrai que maintenant c'est fermé pour des travaux qui sont faits entre autres par la SPGLE et Delux. Bon voilà, on fera cette voirie, mais bon, on sait bien, et on ne va pas, comme tu l'as dit, affréduler le projet. On a eu une possibilité de fermer le passage à niveau. On se rappelle de la montée d'une certaine pétition par René Timmermans, entre autres, qui était venu au conseil communal pour dire non, on ne ferme pas. Et donc, on a un peu fait marche arrière pour voir s'il n'y avait pas d'autres solutions pour pouvoir continuer à faciliter également la vie de nos frontaliers. C'est quand même important aussi pour 70% de notre population qui travaille au Grand-Duché de Luxembourg de tenir compte aussi de leur avis dans cette fermeture du passage à niveau, entre autres tous ceux qui habitent au Tello, Telba Barniche, Sterpenich. Mais voilà, ils doivent aussi se rendre à leur boulot et fermer carrément ce passage à niveau. Était difficile, d'autant plus qu'à Kleinbettingen, juste à côté, les Luxembourgeois aussi envisagent éventuellement de fermer. Donc, on doit avoir véritablement une réflexion globale, internationale, entre le Luxembourg, la Belgique, avec les CFL et avec la SNCB, pour résoudre ce problème de mobilité dans cette police. Alors, quand Josiane dit on est les oubliés, je crois pas. Je crois qu'on a fait beaucoup de choses à Sterpenich. On a construit il y a quelques années une école formidable. On a, je crois, mis les moyens qu'il fallait pour avoir quelque chose de beau. On a juste en face de l'école maintenant refait toutes les infrastructures du football. Donc non, Sterpenich n'est certainement pas oublié, mais ce passage à niveau, cette rue de Grasse, est un vrai problème qui va encore, à mon avis, faire couler un peu d'encre avant de trouver une solution.
Et il faudra aussi que Frabel revienne vers nous, hein, parce que cet argent, entre autres européen, qu'il voulait investir sur notre territoire communal est maintenant parti ailleurs. Donc, je crois qu'il faudra d'abord s'arranger entre nous, et puis quand on aura trouvé une solution, aller revoir un Frabel pour et effectivement trouver une solution pour que ce ne soit pas une autoroute. Mais en tout cas, Josiane, on y travaille, et le passage des camions à répétition dans cette rue, c'est tout bonnement inacceptable. Et donc, la police est là régulièrement pour arrêter les camions, de la même manière que ceux qui quittent l'autoroute à Veyler pour rejoindre, j'allais dire Bastogne, passent par la Nationale 4, par Martelange même, et donc à rester sur l'autoroute, faire le tour pas plus que Libramont, mais par l'autoroute pour rejoindre Bastogne, ceux qui vont entre autres à Liège, et ne pas couper, je dirais, par la Nationale 4, ça passe à Veyler, et on a du trafic qui est inadmissible. Juste pour repréciser, quand tu disais les 70% de frontaliers, ça concerne la commune. Par contre, là, on parlait vraiment des habitants des villages qui travaillent à Luxembourg, ils sont nombreux. Et donc, il y a, voilà, l'objectif vraiment d'intégrer tout le monde dans cette réflexion, en tout cas. Un point peut-être à ajouter aussi, alors c'est pas spécifique à Sterpenich, mais voilà, je sais que les gens dans les villages, je vis moi-même dans un village, peuvent avoir parfois ce sentiment qu'il y a plus pour la ville que pour les villages. Mais bon, le budget le montre, on a les mêmes investissements, grosso modo, hein, on va pas, en ville que dans les villages, et vraiment les villages sont importants puisque on a relancé notamment cette opération de développement rural avec toutes les réunions qui ont eu lieu dans les différents villages, et l'objectif c'est vraiment de pouvoir justement déployer des moyens supplémentaires pour investir dans les villages de notre commune. Les villages, c'est la moitié à peu près de la population, et donc c'est vraiment très important. Oui, merci Anne pour cette précision importante. Mais Mathieu, oui. Non, Vincent a dit ce qu'il fallait dire par rapport au contexte frontalier. Le passage à niveau de Sterpenich, s'il est géré par un Frabel, évidemment qu'il tienne compte du Grand-Duché, mais si le Grand-Duché fait aussi sienne l'idée de fermer quelques centaines de mètres plus loin, à ce moment-là, c'est encore d'autres problèmes qui vont se créer. Donc, c'est une solution commune qui doit être arrivée. Et effectivement, il n'y a qu'en négociant et en discutant qu'on y arrivera. Mais je ne pense pas que ça soit si simple que cela. Et alors, je voulais juste noter que pendant les travaux de la E411, déjà, on le voit à quel point Sterpenich, il y a de nombreux camions qui passent, malheureusement, qui ne devraient pas y passer. Mais qu'il y a fallu que la police veille jour après jour pour rediriger les camions de l'autoroute, et c'était par centaines sur les heures de pointe qui devaient être redirigés. Donc on voit à quel point c'est concentré à ce moment-là, c'était quelque chose d'absolument incroyable. Et la police, au moment des travaux sur l'autoroute, évidemment, a fait le boulot qui était le sien. Je peux vous assurer qu'ils étaient à la sortie de l'autoroute, que ce soit Sterpenich ou à Veyler, pour laisser les camions, c'est tout à fait normal. Mais ces gens-là aussi doivent se relayer, et ils voyaient bien qu'une fois que les policiers n'étaient plus là, les Waze et autres projets ou programmes du style envoyaient à nouveau les gens vers les villages. C'est tout à fait inacceptable. On a d'ailleurs dit à la police fédérale aussi que on doit être dans les négociations, évidemment, lorsque on fait des travaux aussi importants sur l'autoroute, que pour pouvoir aussi donner notre avis, et notre police locale doit également être mis au courant et participer aux discussions. Et encore merci à eux pour le travail qu'ils ont effectué à ce moment-là, en tout cas. Merci à vous pour vos interventions et pour la question. On a encore, alors je vois que Pierre-Philippe nous donne une question. On va encore répondre à 2 questions ce soir. Pour les prochaines, ce sera un prochain live, et vous aurez la date incessamment sous peu, ne vous inquiétez pas. Alors ici, donc, on a une question de Isabelle qui là revient sur une question sur le thème de la sécurité. Je vous la lis. Bonsoir. Niveau sécurité, quand comptez-vous remettre l'éclairage la nuit et 1 ou 2 caméras sur la Grande Place, qui est le seul endroit de la ville qui n'en a pas? Merci. Donc là, voilà, on est sur, il y a 2 sujets par rapport aux caméras, par rapport à l'éclairage. Anne, peut-être un mot sur l'éclairage? Alors oui, d'abord un mot sur l'éclairage et insécurité. Alors,
Je suis tout à fait d'accord que quand on se retrouve plongé dans le noir, ça amène un sentiment d'insécurité, ça c'est totalement évident. C'est d'ailleurs pour cette raison notamment que nous avons, et je pense que nous sommes une des seules communes de la province de Luxembourg à l'avoir fait, maintenu l'éclairage public dans tout le centre-ville, tout ce qui englobe tous les établissements Horeca et les parkings qu'on peut vouloir rejoindre à pied à ces moments-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment voulu faire pour justement maintenir cette sécurité et ce côté, ce sentiment de sécurité en tout cas, et ce côté voilà, attractif du centre-ville. On est aussi très attentif et donc je demande chaque année à la police de me faire un petit rapport de ce qui se passe au niveau des faits effectivement répréhensibles la nuit. Et donc on ne peut pas dire, en tout cas quand c'est éteint, et il n'y a pas vraiment, il n'y a pas d'occurrence. Donc clairement, si on prend les faits judiciaires de tous ordres, c'est moins de 7% qui se déroulent, je vais dire, à des moments où l'éclairage public est éteint. Pour peut-être parler des coups et blessures qui se rapprochent peut-être de ce qui peut ressembler à une agression, ben là on est finalement ce qui se passe la nuit, ben 70% se passe le week-end, donc à des moments où d'office l'éclairage est allumé. Voilà, ça c'est pas pour ça que le sentiment de sécurité n'est pas là, donc je ne peux pas le nier. Évidemment, cette mesure, elle est essentiellement basée sur un objectif d'économie par rapport à l'énergie qui est consommée. Vous savez sans doute qu'on est quand même dans une crise climatique très grave et qu'il est absolument nécessaire, indispensable de pouvoir un peu réduire notre impact carbone. Donc c'est une manière de le faire évidemment. On économise 25% du total de l'éclairage public par cette mesure, mais d'une manière générale, puisque nous sommes aussi dans un programme où Ores est en train de remplacer l'éclairage public par du LED, on sait que cette économie va s'amenuiser et donc cette nécessité de maintenir l'éclairage public la nuit va diminuer aussi. Et donc, évidemment, il est certain que, Horace nous disait, d'ici 2-3 ans certainement, on pourra le remettre en. Je pense qu'on peut aussi, à un moment donné, donner la parole aux habitants d'Arlon et leur demander un peu leur avis par rapport à cette problématique. Comme ça a été fait à Marche, je crois que c'est quelque chose, c'est pas une question qui doit être éludée. Non. Et donc, on peut tout à fait, à un moment donné, effectivement, faire un peu le même principe et demander l'avis à l'ensemble de la population et voir un peu ce qu'il en sort. Et c'est quelque chose qu'on peut certainement faire quand les élections seront passées. Je crois que ce sera plus serein aussi à ce moment-là. Il y a aussi une réflexion à avoir, puisque certains de nos citoyens souhaitent garder des moments où il fait noir beaucoup plus longtemps, pour la faune et la flore, je dirais, mais aussi pour les oiseaux, pour les chauves-souris, et voilà, qui apprécient beaucoup d'être dans des endroits fort noirs et où certains mouvements disent non, il faut garder les choses en l'état. Donc on doit aussi tenir compte de ces réflexions-là dans les décisions qu'on doit prendre. C'est vrai que je fais le lien avec le Slow Festival qui s'est passé ce week-end. C'est Cécile Cavalade qui justement présentait tout l'impact sur la pollution lumineuse entre autres. Et donc, enfin voilà, elle est très investie là-dedans et donc elle sensibilisait à ce sujet. Maintenant, c'est sûr que voilà, l'éclairage, ça reste un débat. Par rapport à la nuit, il y avait une deuxième partie de question concernant les caméras sur la place. Alors, sur la place Léopold, ça je suis certain, il y a évidemment une caméra, mais sur la grande place aussi, à mon avis. Il faudrait que je me renseigne. Mais je suis presque certain, il me semble que je vois, dans ma mémoire en tout cas, que lors des carnavals, on a une caméra ou deux qui se trouve sur la grande place. Mais on a aussi un projet d'étendre notre champ de caméras, de travailler d'ailleurs avec un système un peu différent qui passera par Proximus. C'est un projet en tout cas qui trouvera sa note finale, si je puis dire, en 2025, de passer à une caméra de nouvelle génération qui sera un peu plus performante que ce qu'on a pour l'instant. Et donc, s'il y a des endroits dans lesquels on estime qu'il faut véritablement ramener un peu plus de sécurité grâce aux caméras, eh bien, on est en tout cas tout à fait à l'écoute des citoyens qui auraient quelques idées à ce niveau-là. Ben voilà, donc ici, on est à Grand Place. On ira vérifier, mais apparemment, il y en aurait quand même. Et donc, si jamais dans le nouveau projet, ce serait envisageable. Alors, on a une dernière question d'Olivier qui, là, on arrive dans un autre domaine, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé non plus. On va parler des poubelles. Et donc, ben voilà, là, Anne, tu
tu es là. Alors, mais non, mais c'est les films qui, voilà, De l'environnement. de l'environnement et qui a la Voilà. compétence. Les poubelles. Exact. Voilà. Aussi. Que comptez-vous faire concernant les poubelles non correctes? Être insolvable est une solution. Est-ce qu'il ne faudrait pas offrir les sacs dans certains cas et expliquer aux gens venus d'ailleurs comment procéder et trier correctement? Alors oui, vaste problème, effectivement. Hein. Le tri, c'est vrai qu'on a quand même la chance de bénéficier de cette collecte des PMC qui s'est étendue en porte-à-porte. Hein. C'est quand même une grande avancée et un service important qui évidemment complique encore un petit peu le problème de tri, mais c'est aussi, alors c'est très important au niveau du recyclage d'abord, parce que ce sont des matières qui vont pouvoir être recyclées alors que ce qui est dans le sac gris part à l'incinérateur. Or, on sait tous, je pense, d'abord qu'au niveau budgétaire, ça n'a pas du tout le même coût, et puis que des incinérateurs, personne n'a très envie d'en avoir un à côté de chez soi, et donc les places dans des incinérateurs diminuent de plus en plus. Donc ce tri, il est vraiment indispensable. Maintenant, c'est vrai qu'il pose certains problèmes. Je pense surtout, de nouveau, plutôt en ville que dans les villages, où on a sans doute moins de place, évidemment, pour stocker ces sacs. Ou peut-être il y a peut-être beaucoup de tournantes aussi par rapport à ça. On fait évidemment un effort important pour expliquer le tri aux personnes qui arrivent dans notre commune. Chacun reçoit en début d'année un calendrier d'Idelux qui est très bien fait à ce niveau-là, qui reprend toutes les consignes de tri. Et on le met aussi à disposition des nouveaux arrivants via le Welcome Pack, puisque chacun reçoit dans son petit sac de bienvenue, outre quelques sacs poubelles gratuits, quelques rouleaux de sacs poubelles gratuits, ce fameux Welcome Back. Par rapport au coût, je crois qu'on distribue des sacs poubelles gratuits, ça il faut le savoir, c'est important, c'est quelque chose qui reste et que peut-être tout le monde ne sait pas, mais donc chacun en fonction de la taille, avant la fin de l'année, ne pas oublier d'aller les chercher. Clairement, et donc chacun, en fonction de la taille de son ménage, peut recevoir 1, 2, 3 rouleaux de sacs gratuits. Donc ça a une certaine influence. Les sacs bleus ne coûtent pas très cher. Les sacs bleus, ils coûtent 15 cents et c'est tout. Mais pourquoi? Parce que c'est une ASBL qui s'appelle FOSPLUS qui paye toute la collecte et le traitement des déchets. Donc c'est pour ça que budgétairement aussi c'est intéressant. Et donc, évidemment, plus on utilise de sacs bleus, moins ça coûte cher. Donc, il faut faire cet effort de tri. On a aussi développé, on a 2 agents constatateurs qui œuvrent vraiment de manière avec beaucoup de zèle. Certains trouvent peut-être trop, mais avec beaucoup de zèle pour vraiment essayer de remettre les choses en place. Parfois, on va redistribuer dans certains immeubles les consignes de tri, les jours où on doit sortir son sac poubelle aussi. Donc il y a tout ça qui est mis en place également et c'est vraiment un énorme travail, parfois un travail de fourmi, c'est vrai, parce que c'est pas toujours facile d'identifier les personnes. Il faut parfois un certain temps pour que ceux qui ont été identifiés payent leur amende, mais voilà, ils sont très zélés par rapport à ça, ils n'abandonnent pas facilement et donc petit à petit, je crois que ça apporte ses fruits. Et puis je crois qu'il y a d'autres réflexions qui doivent aussi être menées de manière plus large. Dans les nouveaux immeubles à appartements, on voit maintenant des systèmes de conteneurs enterrés dans lesquels les gens peuvent aller déposer leurs déchets. Et du coup, le jour où ça les arrange, donc c'est évidemment une souplesse beaucoup plus importante. Et on travaille avec Idelux pour pouvoir offrir aussi des solutions justement de stockage de ce type-là à d'autres endroits de la ville. La difficulté, c'est que ça reste uniquement accessible aux gens qui habitent l'immeuble et pas à tout qui passe dans la rue, donc c'est pas un problème simple, mais peut-être aussi à terme avoir ces systèmes de conteneurs justement qui pourraient même être mis à disposition de différents habitants, parce que je crois que un des problèmes, c'est quand même de devoir stocker des déchets à un certain temps. On a aussi beaucoup tapé sur le clou pour essayer d'augmenter la fréquence de collecte des PMC, sans succès par rapport à FOSPLUS pour l'instant. Mais je crois que c'est des choses qui doivent pouvoir continuer à se discuter, il faut continuer à intervenir. Et en tout cas, on met vraiment tout en œuvre et on continuera vraiment à mettre tout en œuvre pour améliorer la propreté, parce que la propreté, c'est quelque chose de très important, évidemment. Essentiel. Oui, essentiel. Deux éléments. La population n'est pas forcément au courant, mais il y a des sacs de 30 litres qui existent. Il n'y a pas que les 60 litres.
Donc, quand on habite en appartement, c'est parfois assez intéressant et ils sont disponibles à la commune. Ils sont disponibles à la commune et ils coûtent évidemment la moitié du prix d'un sac de 60 litres. Voilà, ça c'est le bon truc de la soirée, hein, retenez-le. Alors, dans la question, on parlait également du tri, et là, voilà, là je prends ma casquette d'enseignant, j'espère que des élèves ne regardent pas parce qu'ils peuvent être négatifs aussi. Mais je sais que voilà, le tri, autant à l'école, on initie aussi comment dire, une éducation, ça va se faire aussi à la maison. Tu as parlé d'Idélux qui également mène des projets, donc voilà, on doit tous, entre guillemets, mettre la main à la pâte pour montrer l'exemple et pour trier correctement nos déchets. Parfois, quand on va en vacances, on se rend compte qu'on est malgré tout déjà bien loti, on fait déjà les choses correctement, mais il faut vraiment garder, garder ses bonnes habitudes et le faire. Voilà. Alors, on arrive tout doucement à la fin du live. Juste Mathieu, oui, dis-moi. Par rapport aux poubelles, et je pense que Anne dit énormément de choses. Il y a quelque chose qui a été réalisé ces derniers mois, c'est de mettre des caméras près des bulles à verre. Ouais. Et ça a quand même substantiellement aidé là où elles ont été mises à retirer magiquement, par magie, des dépôts qui se créaient tout autour des bulles à verre. Donc voilà, hein, ni vu ni connu, hein, on avait des dépôts qui s'amoncelaient tout autour, dans les villages, près de la place des Fusillés, spécialement près de la place des Fusillés à Arlon. Et donc là, quelque part, ça fait son œuvre, et c'est quelque chose qui devrait, j'espère s'étendre. Mais voilà, on en arrive là. On doit surveiller ce qui se passe dans le tri pour que les choses se passent bien. C'est malheureux, mais c'est ainsi. Ouais. Mais ça fait ses preuves que cette formule fonctionne. Oui. Je rencontrais cet après-midi des ouvriers communaux qui vidaient les poubelles devant, entre autres, l'hôtel de ville à la Grande-Rue. Et voilà, il regrettait vraiment amèrement que bien souvent, il passe jusqu'à 2 fois par jour, hein, si on se rend compte, hein, 2 fois par jour, parfois on dit les bordels débordent, il passe 2 fois par jour. Il disait, ben voilà, parfois, monsieur le bourgmestre, les poubelles sont pleines parce qu'il y en a 2, 3 qui ont été mettre leur sac poubelle à cet endroit-là. Ça n'est pas évidemment l'endroit, d'abord, parce que c'est pas trié quand ils les mettent dedans, et puis c'est pas l'objectif. Donc vraiment, si on peut envoyer un message à la population, et je sais que, voilà, on va me dire, oui, mais les sacs sont payants, oui, mais je n'ai pas beaucoup de déchets, oui, mais ceci, oui, ça. Mais les poubelles publiques sont pas vraiment faites pour ça, parce qu'à ce moment-là, quand on a besoin pour le public, il y a plus de place. Et donc, moi, je lance vraiment un appel pour qu'on respecte ces poubelles publiques, pour les rendre à la nécessité bien réelle qui est la leur, et à l'utilité bien réelle qui est la leur, c'est-à-dire à se débarrasser d'une pelure de banane qu'on est en train de manger, ou d'un tronc de pomme, ou d'un sachet qu'on a en poche, mais ce n'est pas fait pour aller y mettre sa poubelle. Je crois que c'est important à le rappeler, et c'est aussi un respect, je crois, vis-à-vis de notre personnel communal qui fait ce métier ingrat, pas facile, et souvent même difficile. Je crois qu'il faut aussi avoir du respect pour ces gens qui font ce métier-là. Une toute petite réflexion, mais alors une toute petite. Pour conclure, alors c'est très prosaïque, mais par rapport au coût, hein, tu dis, c'est vrai, les sacs poubelles sont payants. Je faisais un peu le calcul, voilà, mentalement. Bon, les sacs chez nous ne sont quand même pas extrêmement chers. Si on sort un sac, si on fait bien sa collecte de PMC, je veux dire, et qu'on sort un sac gris tous les 15 jours et un sac de matière organique toutes les semaines, on est à un coût de l'ordre de 50 € par an, en sac poubelle. Est-ce que c'est beaucoup? J'ai l'impression que par rapport à beaucoup d'autres choses, ça reste quand même quelque chose de tout à fait, sans même compter qu'on reçoit effectivement des sacs gratuits. Oui, tout à fait. Merci à tous les trois pour ces remarques. Allez, va. Mais tu vas encore. Mais venez voir le mapping le 14 à 21h30 sur la place Théopold, voir l'histoire de notre ville projetée sur le palais. Ce sera une expérience unique, et ça jusqu'au 22. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Et c'est offert. Voilà. Voilà. Merci à tous les trois pour ce live. Et Pierre-Philippe, Paul, ils sont là derrière. On aimerait bien retourner la caméra, mais alors ça ne donnera rien et Paul va s'énerver. Mais vraiment, merci à vous deux là d'être présents et de gérer derrière. On se retrouve donc, alors, voilà, le 27 septembre à notre afterwork. On se retrouve à la maison des associations aux Tuileries des Faubourgs. N'hésitez pas à nous contacter encore si vous n'avez pas eu l'occasion d'avoir une réponse à votre question.
On peut y répondre également dans un prochain live ou par email et tout ça peut se faire évidemment correctement. Merci à tous, une belle soirée et à bientôt. Merci à Merci toi, à tous. merci à tout le monde. Au revoir.